Salut Chris. Petite réflexion, là je me disais qu'on vivait tous pour les autres. On vit pour les autres. On vit dans le regard de l'autre. On vit dans ce que l'autre attend de nous. On vit dans l'attente d'être reconnu, dans l'attente d'être vu, dans l'attente d'être aimé, dans l'attente d'être estimé. On vit pas pour nous en fait. On est des putains de robots, des pantins qui sommes accrochés au fil du qu'en dira-t-on et de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser si je fais ci ou si je fais ça. Et du coup, comment tu veux vivre dans une société avec des gens qui sont épanouis. Tu peux pas être épanoui en ayant toujours le point de mire de l'acceptation des autres, quoi. Puis là, je suis en train de marcher tranquillou et quand on marche, lentement, on voit un peu les choses différemment et du coup, j'étais en train aussi de penser à la brutalité qu'on exerçait sur nos corps, quoi. On leur demande, des trucs comme des machines, tu vois. On n'a pas, comme si on n'était pas ce corps. Enfin, en fait, on ne l'habite pas parce que si on habitait notre corps, on le respecterait et on aurait de la douceur avec lui, on aurait du plaisir dans ce qu'on fait, en fait. Et là, je voyais des gens qui couraient et il n'y avait pas la notion de plaisir. Je la voyais pas dans les yeux, je voyais pas. Et à chaque fois que je vois des gens courir, je vois une espèce de, je sais pas, une obligation, faire comme tout le monde, faut que je perde du poids. Ouais, ça me fait du bien de courir, mais rarement, voire jamais. Enfin, si, je l'ai vu une fois, un mec qui courait vraiment par plaisir et qui fait son truc. Lui, c'était un grand sportif, quoi, et il respectait son corps, et ça se voyait, quoi. Ça se voyait juste au niveau de la structure corporelle. Une détente que j'ai jamais vue, quoi. L'espèce de gars, je lui dis, mais toi, va faire les Jeux Olympiques, quoi. Va faire les Jeux Olympiques, parce que alors, il s'est foutu de moi en croyant que je me foutais de lui. Je lui dis, non, je suis sérieux. Je lui dis, je regarde les gens qui courent depuis des années. T'es la seule personne qui court à peu près correctement. Moi, écoute, j'en sais rien, je suis pas un mec qui court. Je suis un mec qui marche. Mais bon, j'ai des yeux, puis j'ai une certaine expérience du corps, comme on a tous une expérience du corps. On sait ce que c'est que le corps, quoi. Et si le corps, on arrive à l'habiter, et puis à habiter sa tête aussi, avec nos propres pensées, et puis pas avec des pensées qui nous viennent de je ne sais où, et ben on a une autre attitude face à la vie, quoi. Voilà, on a une autre attitude. Récemment, j'ai lu un texte là, de Elsa Kaya, vraiment révolutionnaire ce texte. Mais bon, enfin, c'est pas nouveau, c'est juste pas nouveau, tu vois. Et quand je dis ça à ma fille, par exemple, qui a 19 ans et demi, je lui dis on a dans la tête ce que les autres nous ont mis dans la tête depuis le début, depuis la petite enfance. Et notre corps ne nous appartient pas. Le corps, il appartient à la religion, il appartient à la culture, il appartient à la famille, en fait. Et elle dit clairement ça, que le corps appartient à la famille. Et que c'est pour ça que quand on éprouve toujours de la culpabilité à utiliser son corps pour du plaisir. Voilà. Et autant de lucidité, ça m'a fait du bien de la lire, quoi. Et je suis carrément là-dedans, quoi. Je me dis, si on s'aime, si on habite son corps, si on prend du plaisir, on ne peut pas rentrer dans des comportements addictifs d'autodestruction, de ce genre de choses. Si on aime son corps, on peut pas. Enfin, c'est pas une histoire d'aimer, c'est une histoire de s'habiter, de s'appartenir, quoi. En termes de corps et puis en termes de tête aussi, de ce qui se passe dans la tête, parce que j'appelle ça du territoire psychique, du territoire mental. Alors je vois ce que tu vas dire. Tu vas dire, il va parler de supramental.
Ça veut rien dire le supramental, c'est de la désignation et c'est encore une étiquette. Et derrière cette étiquette, on met ce qu'on veut en fait. Et voilà quoi, évitons d'étiqueter les choses et puis ressentons les choses. Ressentons avec nos sens et lâchons la bride de notre cervelle, de notre cerveau, de tout ce qui empêche la pensée d'être libre en fait. Lâchons la bride, remettons tout en cause, remettons en question le moindre petit truc. Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que c'est pas parce que c'est marqué dans un livre que c'est vrai? C'est pas parce qu'on nous l'a dit que c'est vrai? C'est pas parce que tout le monde fait la même erreur que c'est ce qu'il faut faire? C'est une petite démarche intellectuelle. Et puis savoir que les pensées qui nous traversent, on n'est pas obligé de se laisser emmerder par ces pensées-là. On peut les virer de son territoire, quoi. On peut garder sa maison propre, quoi. Et ça, on ne le sait pas forcément, parce qu'on ne nous l'a pas appris. On ne nous a pas appris plein de trucs, en fait. Et on vit dans une méconnaissance de nous-mêmes hallucinante, en fait. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit dans plein de mes vidéos, plus ou moins bien faites, plus ou moins bien dites. Voilà, quoi. Mais tu vois, j'ai appelé un de mes oncles, là. J'ai ma tante qui a subi une grave opération du cœur, là. Bon, elle est rentrée à la maison, mais ils sont très vieux. Et donc l'opération s'est bien passée, elle est rentrée à la maison, enfin voilà. Et ouais, mais ouais, elle a 90 ans, ou 89, ou je sais plus. Et je me dis, bon, l'opération s'est bien passée, mais voilà, quoi. Elle va quand même mourir, quoi. C'est pas parce que l'opération s'est bien passée qu'elle est sauvée. Et c'est pas parce que nous... je veux dire, on a tous cette espèce de gouffre sous nos pieds qu'on refuse de voir, quoi. Ce gouffre de la folie ambiante, de notre putain de finitude, de cette espèce de chemin qui mène nulle part. Cette espèce de recherche de plaisir et de bonheur absolu. Voilà, cette espèce de ronde comme ça, d'éclats de rire qui n'en sont même pas parce que on entend la détresse derrière des gens qui rigolent. Je sais pas trop. C'est seul la vie, quoi. La vie, c'est vachement seul, quoi. Alors, tu peux t'embrouiller la tête et t'enfumer l'esprit en croyant que bon, c'est vrai d'être à plusieurs, c'est bien, ça. Mais il y a quand même quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui manque. Et moi, je suis persuadé que ce qui manque, c'est un manque de sens. Dans le sens, un manque de l'utilisation de nos sens. Bon, ça, je suis pas le seul à le dire, mais je le dis quand même parce que je l'avais pas forcément conscientisé. Ça vient pas de moi, mais c'est profondément vrai. Et je l'ai expérimenté, et je l'expérimente tout le temps, et ça fait des années que j'en parle à ma fille. Et récemment, je l'ai lu, voilà. Et là, ça fait tilt. J'ai fait, ouais, la vie manque de sens parce que nous-mêmes, on manque de sens. Ça veut dire quoi? On manque de sens, d'intensité dans notre rapport à la réalité. On manque de sens dans l'intensité qu'on a de s'ouvrir au monde. Les produits sont trop sucrés, les produits sont trop salés, on ne va pas chercher les saveurs, les sons sont très forts. On est très loin du chasseur-cueilleur qui devait passer en mode furtif et puis en mode hyper acutif, je ne sais pas si ça se dit, mais oui ça se dit, hein, en mode hyper acutif pour trouver son gibier et puis pour ne pas se faire dézinguer par les animaux sauvages, en faisant attention à la direction du vent, en étant conscient de plein de paramètres que nous on a complètement occultés.
Et nous, on est dans le bruit, dans une espèce de brouhaha constant, un brouhaha mental. Le sens, on essaie de se raccrocher à des fils. Alors, avant, c'était la religion, c'était la culture, la famille, la littérature, enfin des supports, quelque chose qui... Et maintenant, c'est le numérique, quoi. On essaye de se raccrocher à... Mais ça nous donne pas de plaisir parce que nos sens, on ne sait pas les utiliser. Tu vois, les animaux, ils savent utiliser leurs sens. Par exemple, un chien, ça va pas le faire délirer de regarder la télé, en fait. Parce qu'il utilise que la vue, en fait. Et un animal, il utilise toujours ses 5 sens en même temps. Alors, 5, je sais pas, hein, peut-être que le chien, il a plus que 5 sens. Mais en tout cas, en sentant une goutte d'urine, un chien, il est capable de déterminer beaucoup de paramètres sur celui qui a émis la dite urine. Et quasiment même, c'est la carte d'identité, quoi. Ça veut dire que j'avais vu aussi, alors ça, c'était sur internet, donc je sais pas le degré de véracité, mais qu'un chien est capable de détecter un cancer, une cellule, une prolifération de cellules chez un être humain, et que c'est quelque chose qui, a priori, devrait, enfin, bref. Mais bon, il faut savoir aussi que, bon, je ne veux pas rentrer dans le délire de dans quel monde on vit. C'est un monde qui est régi par l'argent. Bon, ok, d'accord. Mais bon, recentrons le débat. Donc un chien, il ne va pas regarder la télé, même s'il entend un bruit de chat ou machin. Enfin bon, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il soit imprégné et que l'ensemble de ses sens soit stimulé. Et ça lui fait une image mentale de sa réalité. Et dans cette image mentale, il y a aussi sa propre présence qui est inclue. Il sait dans l'espace et dans le temps où il se situe par rapport à cette espèce de bouillonnement et d'effervescence autour de lui, effervescence, d'essence, quoi. Et nous, on a perdu ça, en fait. Nos sens sont endormis. Notre vue, on l'utilise très mal. Et si on l'utilisait mieux, je pense qu'on n'aurait pas besoin de porter des lunettes à un certain âge. Je pense que les déformations oculaires et compagnie, ça c'est mon avis, ça pourrait être peut-être pas forcément supprimé, mais corrigé grandement. J'ai toujours eu besoin de lunettes. Quand j'étais enfant, je les ai jamais portées. Et à l'arrivée, en début d'âge adulte, ma vue était parfaite, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, alors que j'étais pas aveugle non plus, mais il me manquait quand même pas mal. Voilà. Donc tout ça pour dire, quand tu marches plus, tu as des problèmes de pied, machin, mais si tu marches régulièrement, il n'y a qu'à voir les gens qui font de l'exercice régulièrement, notamment les Asiatiques, à un certain âge, ils sont pas dans la même configuration que nous, les Blancs, qui n'avons pas du tout le même rapport au corps, quoi. Enfin, les Blancs, oui, parce que je suis blanc, voilà. Donc nos sens sont endormis, les saveurs sont trop fortes, sont trop prononcées, on est rentré dans une espèce de mécanisation, d'automatisation de nous-mêmes, où le résultat passe avant le processus pour atteindre le résultat, en fait. Et le problème, c'est que le résultat, c'est toujours quelque chose qui va advenir. Et l'instant présent, il se passe dans le plaisir du processus. C'est pendant qu'on est en train de faire quelque chose, je suis en train de marcher, je suis profondément dans ma marche, je ressens les appuis, je ressens l'air sur mon corps, je prends un vrai plaisir à étirer ma colonne, à respirer. D'ailleurs, mon dos se redresse, mes épaules tombent, ma cage thoracique s'ouvre naturellement, ma respiration passe directement en mode ventral. Et ça, c'est quand je fais attention, quand je suis là, quand je suis présent et quand mes sens ils fonctionnent fort, en fait. J'arrive pas à bouffer de la merde, par exemple. C'est un truc que j'arrive pas.
Je dis pas que j'ai jamais envie d'un putain de gros hamburger parce que je le vois en photo, tu vois. Mais l'envie s'arrête là, quoi. Quand je rentre chez moi, non, j'ai envie de manger un bon truc. Un truc qui me fait frétiller les papilles, quelque chose qui me fait voyager. Bon, avant c'était le vin, j'aimais bien une bonne bouteille de temps en temps. Voilà. Maintenant, je trouve un grand plaisir à respirer, à utiliser ma respiration depuis que j'ai arrêté de fumer du shit, quoi. Voilà. Bon, avant, j'avais aussi ce plaisir-là, mais n'étant pas un gros fumeur, j'avais quand même, ça m'avait quand même, comment dire, ça m'avait fait baisser mes récepteurs, pas mal. Donc voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais dire, l'objectif du truc. Ouais, c'est le plaisir dans ce qu'on fait en fait. Et si on n'éprouve pas de plaisir dans ce qu'on fait, c'est parce qu'on n'est pas présent. Tout simplement, ah putain, donc tout simplement, il fait chier là. Donc, comme je disais tout le temps à ma fille quand elle était pitchoune, si tu t'ennuies, c'est que tu fais pas assez attention. On ne peut pas s'ennuyer dans ce monde. Et c'est marrant parce que je l'ai dit à une certaine époque, et là ça fait quelques temps là, que je m'ennuie mais profondément en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié. J'étais passé en mode dépressif, où ce qui se passait dans ma tête m'a complètement submergé. Les idées suicidaires étaient tellement fortes. Donc je pense que j'ai eu affaire à une espèce de, je sais pas, un déblocage de quelque chose, un réalignement, voilà, que j'ai surmonté, hein, comme j'ai pu, seul, un peu en parlant aussi, mais je crois qu'en fait, nos problèmes, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons les résoudre, quoi. L'autre, il peut être utile dans le sens qu'il peut servir de miroir. L'autre, c'est toujours un miroir de nous-mêmes de toute façon. Ça aussi, j'ai remarqué ça depuis pas mal de temps aussi, que quand je critique l'autre, je m'aperçois que cette critique, elle m'est adressée en fait. Que finalement, foncièrement, la critique, elle ne s'adresse pas à l'autre, mais elle s'adresse à moi. Quand j'ai récupéré de la lucidité, je me suis aperçu que ce que je reprochais à l'autre, je me le reprochais à moi en fait. Et ce que je dénonçais chez l'autre, c'était quelque chose que j'aurais très bien pu aussi dénoncer chez moi, parce que j'étais pas exempt de cette dénonciation entre guillemets. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et du coup, maintenant, je ferme ma gueule, parce que je m'aperçois que on est tous pareils. Ça veut dire que quand tu te prends une insulte par quelqu'un, tu vas réagir, alors que la personne est en train de s'insulter elle-même en fait. Et elle se parle à elle-même, mais toi, tu es là, et toi, tu prends la charge énergétique, émotionnelle, comme pour toi, mais en fait, si tu es lucide, tu te rends compte que ce processus de parler à quelqu'un, je veux dire, pour projeter de l'émotionnel, quoi, pour projeter quelque chose, pas pour être dans l'information. Tu vois, quand tu es dans l'information, c'est autre chose. Il fait beau, machin, ça n'a rien à voir. Mais quand tu es dans une espèce de projection d'émotion, tu te rends compte que le discours, il s'adresse toujours à toi-même. Donc il n'y a pas très longtemps, il y a un gars qui m'a balancé un petit truc pas très gentil en fait, et que j'ai pris en pleine gueule, et qui m'a vraiment fait mal. C'était pas grand chose en fait, mais waouh, je me suis dit, dis donc, waouh quoi. Et puis après, en réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis aperçu que finalement il avait raison. Finalement l'insulte dont j'ai été l'objet, il avait raison. Parce que en me mettant à sa place, avec son état d'esprit, et en rejouant la scène, en décalant le point de vue, je me suis aperçu que en fait il n'avait pas tort du tout. Il n'avait pas tort du tout. Et puis après, je me suis rendu compte aussi que l'insulte qu'il m'avait proférée, je ne sais pas si ça se dit, qu'il m'avait lancé, elle n'était pas adressée à moi en fait. Comme toutes les insultes que je pourrais lâcher aux gens. Et je me rends compte qu'il y a un effet miroir. Et cet effet miroir, je ne me rendais jamais compte jusqu'à il y a un certain temps en fait.
Et ah, quel con celui-là. Mais non, en fait, c'est toi le con, quoi. Tu vois, hier, je marchais un petit peu comme ça, puis il y a une dame qui allait traverser. Elle a traversé sur la route, et puis après, elle a traversé la piste piéton. Puis il y a un mec qui arrive avec son vélo à fond les ballons, et puis il fait ouais, chaud, 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 chaud. Et puis après, il insulte la femme, quoi, je sais pas. Il dit ouais. Enfin bon, bref. Et la fille, la femme, hein, c'était une femme quand même. D'un certain, enfin d'un âge, on va dire respectable, la quarantaine, tu vois, enfin, je sais pas si, allez, entre 30 et 40 ans. Et là, elle dit à son gamin, qui avait à peu près un jeune adulte, elle dit ah mais quel con celui-là, quel con celui-là. Et là j'ai regardé le truc, toi, je me suis dit mais c'est pas lui le con. Bah toi t'es sur son passage, lui il passe. Toi t'es censé, t'es pas censé couper la voie de circulation. Quel connard celui-là, ça s'adressait clairement à elle, parce que c'est elle la connasse dans l'histoire, tu vois. Et je t'encourage à regarder un petit peu autour de toi ce genre d'effet miroir, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant, c'est vachement intéressant. C'est comme quand tu dis je t'aime à quelqu'un, bien souvent c'est j'aime me voir à travers toi. C'est pas je t'aime. C'est parce que quand en général la relation elle est terminée, il y a tellement de haine que tu te dis il n'y a pas pu avoir d'amour. Parce que l'amour c'est pas l'envers de la haine. L'amour c'est juste l'amour, quoi. Je t'aime, waouh, vis, sois libre. Et puis vas-y, quoi. Et puis t'es pas avec moi parce que si tu m'appartiens, si je t'appartiens, c'est pas de l'amour. C'est de l'emprise. C'est ce genre de truc. Voilà. Donc quand on commence à habiter un petit peu son corps, quand on commence à savoir que ce qui se passe dans la tête, eh ben, on n'est pas obligé de le subir, et quand on commence à acquérir une certaine... alors il y a différents mots. Il y en a un qui s'appelle équanimité. Il y en a un autre que je connais bien qui s'appelle la centricité, parce que bon, le vocabulaire du supramental je connais bien. Bernard de Montréal, c'est une longue histoire avec lui de plus de 20 ans. Enfin à peu près, ouais, pas tout à fait 20 ans, mais Bernard de Montréal, ouais, ça fait 18 ans. 18 ans que je suis tombé sur un de ses audios comme ça par hasard. Une vidéo de lui sur un audio de lui sur les complexes, parce que j'étais très très complexé et je suis tombé sur ce mec et après j'ai pas arrêté de télécharger des audios de lui. Mais c'était avant la grande folie supramentale, c'était avant enfin je pense, hein. Enfin voilà. Donc la centricité et l'équanimité, donc rester équilibré en toute chose et en toute situation. Quelqu'un t'insulte, avoir la centricité, l'équanimité nécessaire pour rester dans une espèce de neutralité, dans une neutralité comme ça, puissante. Une puissante neutralité, comme dans une espèce de fauteuil où tu es là et tu es bien calé. Et pareil pour toutes les sensations, une espèce de neutralité, tu vois. Et ça te permet de voir les choses différemment. Une fois, j'étais avec une nana et puis j'étais super jaloux. À l'époque, je fréquentais un petit peu les nanas. Moi, j'ai arrêté complètement les relations, mais à cette époque-là, j'avais une petite nana et puis quand elle n'était pas avec moi, j'avais le mental qui... Et je me disais, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant ? Elle doit faire ci, elle doit faire ça. Si ça se trouve, elle est avec d'autres mecs. Et tiens, elle n'a pas répondu à mon SMS dans la minute. Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à la joindre. Ah, mon Dieu ! Enfin, une espèce de spirale comme ça qui était... voilà, quoi. Enfin, moi, je suis un dépendant affectif. Du coup, ça me provoquait ça. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic et puis
J'ai regardé ce qui se passait en moi d'un coup, comme ça, paf, tiens, il se passe quoi en moi? Et puis j'ai vu le truc, quoi, j'ai vu, et puis je me suis aperçu que j'avais un grand calme qui me tombait dessus, un calme puissant, je sais pas comment dire, une puissance, quoi, avec une espèce de puissance de pensée, une puissance intellectuelle, une puissance de recul, une puissance de perspective, une puissance de vitalité, une puissance, je sais pas, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, je m'en fous, quoi, de cette fille, si elle va à droite ou si elle va à gauche, en quoi c'est mon problème, quoi. Et j'ai lâché l'affaire comme ça, en disant, bah écoute, advienne que pourra, et voilà, quoi. Et c'est pas évident, hein, à chaque fois de lâcher l'émotion quand elle commence à monter et à bouillir dans ton sang, mais c'est vachement, c'est libérateur déjà, et puis c'est comme ça qu'on doit vivre. On ne doit pas vivre sous tension, sous pression. Et les émotions, il faut les connaître, il faut se connaître soi. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connaître soi-même. C'est comme ça qu'on arrive à savoir qui on est, comment on peut et acquérir une certaine maturité, je veux dire. Je ne te parle pas de cette maturité qui fait qu'on va évacuer les choses dans la prière ou dans l'alcool ou en parlant avec les uns et les autres, tu vois. On les évacue soi-même. On fait soi-même sa propre vidange. On tisse soi-même ses propres culottes, comme dirait Bernard de Montréal. Et il ne faut rien croire aussi. Alors ça, c'est Bernard de Montréal qui le disait. Mais c'est vrai. Il faut percevoir par soi-même. Il faut expérimenter. Bon, il n'y a pas que lui qui le disait, hein. Krishnamurti l'a dit aussi. Et c'est important de vivre les choses, de les vivre, quoi, de les sentir. Et avec ce ressenti, se faire sa propre opinion et sa propre idée, en fait. Et de ne pas partir sur quelque chose de préconçu, quoi. Comme par exemple, on doit vivre une vie comme ça, c'est comme ça que mes voisins vivent, alors moi je dois vivre comme ça, je dois être complètement surbooké tout le temps. Si je le suis pas, si je suis différent, ils vont me regarder bizarrement. S'ils me regardent bizarrement, ils vont me critiquer, ils vont pas m'aimer. Moi j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin que mes voisins ils m'aiment. Parce que si mes voisins ils m'aiment pas, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas m'aimer. Et comme j'ai tellement besoin de leur amour, vu que moi je suis pas capable de me donner mon propre amour, ça fait de moi quelqu'un qui utilise des automatismes et qui n'utilise pas sa propre capacité à être qui il est. Voilà. Bon, écoute, si tu as écouté la vidéo jusque-là, déjà, j'espère que le calme de cet endroit t'a parlé. Et puis, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries et que je t'ai pas trop saoulé. Et que ça a un petit peu, ça a un peu résonné. Et si tu es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, c'est cool de me faire un petit coucou, de t'abonner par exemple, ou de me laisser un pouce, machin, là, tu sais, le truc là. Mais voilà. Et donc on est toujours seul face à soi-même. Toujours. C'est pour ça que, comment dire, il y en a qui profitent, il y en a qui sont en ce moment, là, ça fait des années, là, quelques années, là, des thérapeutes, ces nouvelles professions comme ça, où ils veulent absolument aider les gens, tu vois, se faire de la thune sur le dos de la misère humaine. C'est pas quelque chose de concevable pour moi. C'est abject. De faire croire aux gens qu'on peut les soigner, alors qu'il n'y a que l'individu qui peut se soigner lui-même et comprendre son cheminement, et comprendre son histoire, et comprendre son mal-être et sa maladie. Il n'y a que l'individu, il n'y a que nous en fait. On est seul face à nous-mêmes. Et quand on a compris ça, c'est ça la vraie guérison en fait. C'est ça la vraie guérison. Voilà. Écoute, ami qui m'a écouté jusque-là, je te fais des bisous. Et puis je te dis à plus. Ciao.